Bonjour à tous. Tout d'abord, avant de commencer, je souhaitais excuser Claude Évin qui a été pris par d'autres engagements et bien évidemment, avec Bruno Coste, on a préparé donc cette présentation. D'abord, vous dire que tout ce qui a été dit dans la table ronde à l'instant nous parle évidemment et fait écho aux travaux qui ont maintenant émaillé l'agence depuis 2 ans. Et je vais, dans la présentation que je vais faire de 20 minutes, puisqu'on va essayer de garder 10 minutes pour les questions, je vais essayer de répondre, je ne dirais pas point par point, mais dans les grandes orientations. D'abord présenter là où on en est du SROS, et puis je ferai une intervention sur les 4 grandes orientations du SROS qui reprennent en grande partie les sujets, l'accessibilité aux soins et la question de la précarité en Île-de-France. La deuxième question, les ressources humaines. Comment les ressources humaines vont structurer sans doute l'offre et les 5 années à venir. Troisième question, en haut d'agenda, on va mettre très fort la qualité et la sécurité des soins. Et puis on va parler de l'efficience, bien sûr, qui sera importante dans ce PRS pour les 5 années à venir. Alors, le calendrier et la méthode. Nous avons terminé l'écriture de 2000 pages avec vous. Et merci à tous ceux qui ont participé au groupe de travail, parce que ça a été un travail, on a essayé de le faire évidemment en concertation, dans le temps imparti 2 ans pour fabriquer un PRS dans une région qui, vous le savez, représente le 15e pays mondial rapporté PIB habitant et le 15e pays. Donc c'est une région importante et qui, dans son PRS, doit dire des choses importantes sur la santé. Et merci à toutes vos contributions, puisqu'on a essayé, je dirais, de retracer, même si c'est encore incomplet, les demandes que vous faisiez, en tout cas les idées que vous vouliez intégrer dans ce PRS. On commence, donc la publication a été faite hier et on a 3 séances de CRSA qui vont s'étager du 1er octobre jusqu'à fin novembre. Dans ces 3 mois, l'ensemble des fédérations, l'ensemble, je dirais, des offreurs, des opérateurs vont pouvoir, je dirais, proposer des amendements, des propositions, des précisions. Donc le texte qui est présenté là est encore, je dirais, un texte non définitif. Il sera définitif à la fin de l'année, puisque Claude Évin, après intégration des amendements qui paraîtront évidemment possibles pour que le PRS puisse être cohérent, le DG d'ARS publiera donc le PRS fin d'année pour une application donc 2013. Donc on attend évidemment vos contributions, on en a reçu déjà beaucoup. Beaucoup d'offreurs déjà nous ont écrit pour nous dire, pour leur établissement aussi pour les idées qu'ils souhaitaient proposer, nous ont écrit beaucoup de choses. Et comme on l'a fait pour le plan stratégique, on intégrera les amendements qui nous paraissent importants. Donc voilà pour les 3 mois qui viennent, donc 3 mois, je dirais, de travail en relation avec l'ensemble des conférences de territoire et les 3 séances de CRSA. Un peu de méthode. Ce SROS est un SROS PRS original. Pourquoi? Parce que c'est un SROS, je le crois, je l'espère, qui est un PRS de transformation. Au fond, il y a 2 sujets dans ce qui nous arrive. Ça a été dit par beaucoup d'entre vous. Les agences ont été créées pour mettre en place une politique de santé transversale. Donc on a 2 sujets qui sont devant nous. Améliorer l'existant. Oui, il faut que ce soit plus efficient. Oui, il faut qu'il y ait plus de sécurité. Oui, il faut qu'il y ait plus de qualité. Mais aussi, ça a été dit, sans doute, la transformation de l'existant. Si l'on veut passer d'une médecine segmentée, de la demande, ce que disait Jacques Lacan, au fond, j'ai fait ce qu'on fait dans le commerce ordinaire, avec de l'offre, j'ai créé de la demande. Si on veut changer de paradigme, alors, il faut évidemment aller vers une médecine de parcours. Le HCAM l'a dit parfaitement bien, et vous connaissez ce que Denis Pifteau a écrit. Alors, il faut transformer l'existant, et il nous faut mettre en place une vraie transversalité. Je vais y revenir longuement sur la transversalité, pour que ce ne soit pas quelque chose... je dirais, qui bloque la fluidité des parcours et qui fasse que ce soit impossible à digérer. On a un petit retard de pensée. Pour faire de la vraie transversalité, il faut connaître le dispositif de santé dans lequel nous sommes. Nous ne le connaissons pas aujourd'hui. Nous n'avons pas de système d'information de santé. Cela veut dire que pour faire de la véritable transversalité, il faudra mettre en œuvre, et il faut mettre en œuvre ce qui a été fait il y a maintenant quelques années, il y a 15 ans, il faut mettre un PMSI des parcours. Ça veut dire que si on veut qu'il y ait une fongibilité d'enveloppe, il faut des prérequis. Il faut segmenter, je dirais, les pathologies, travailler sur les cas complexes et sans doute amener à avoir assez d'informations. L'assurance maladie a commencé des choses avec SNIRAM. Les ARS, depuis 3 mois, ont accès au SNIRAM, ce qui est un grand changement,
alors on pourra faire une vraie transversalité. On va déjà dans le PRS parler de transversalité, mais en expérimentation. Donc, en termes de méthode, clairement, on va avoir à mettre en œuvre un programme d'action. J'ai bien entendu qu'au fond, les 2000 pages qu'on a livrées hier laissent perplexes. Tout ça, des bonnes intentions, mais dans un moment où il n'y a pas beaucoup d'argent, au fond, est-ce que l'agence va continuer à penser ou est-ce qu'elle va faire? J'entends tout cela. Donc, on vous doit, dans les 3 mois qui viennent, un programme d'action. Ce programme d'action, il sera évidemment travaillé avec les fédérations et on va demander aux fédérations, je dirais, un certain nombre d'orientations. Ce programme d'action va permettre, sur 2013, 2014, 2015, de savoir ce que l'on fait, comment on le fait et avec quels moyens financiers. Je crois que c'est important. La loi de 2009 d'HPST prévoyait d'ailleurs ce qu'on appelait des programmes d'action, hein, c'était prévu. Beaucoup d'agences au niveau national ne l'ont pas fait. Je pense qu'on ne va pas reprendre la méthodologie des programmes d'action, on va les présenter aux fédérations, on ne le passera pas en CRSA parce que ce serait trop lourd et trop long. Et on a suffisamment, je dirais, de temps déjà devant nous de négociations. Il faut maintenant passer aux actions. Ces programmes d'action, je vais les détailler dans les 4 orientations dont j'ai parlé, sur les ressources humaines, sur l'accès aux soins, sur la qualité, la sécurité et sur l'efficience. Je vais proposer quelques grandes orientations. Il y aura des orientations plus précises, secteur par secteur, mais en tout cas, vous aurez à votre disposition, au début de l'année, un programme d'action qui vous sera proposé. Toujours dans la méthode, je le disais en introduction, la question des parcours, la question de l'ingénierie des parcours qui demande à avoir un bon système d'information robuste va nous obliger dans un premier temps à ne pas, je dirais, industrialiser un certain nombre de process, puisque globalement on n'a pas le système d'information pour le faire. Pour autant, nous allons passer à des expérimentations. Donc sur les parcours des personnes âgées, nous avons commencé des expérimentations dans le nord de Paris, nous allons le continuer. Ça veut dire que dans l'année 2013-2014, nous proposerons aux offreurs des expérimentations sur la transversalité, sur des parcours de la personne âgée de plus de 75 ans, du patient cancéreux, du patient diabétique. Nous en discuterons là aussi dans le programme d'action. Donc expérimentation pour faire de la fongibilité d'enveloppe. Expérimentation s'agissant des coordinations dans les territoires. Aujourd'hui, les réseaux fonctionnent. Est-ce qu'ils doivent fonctionner différemment? Sans doute. Est-ce qu'il faut mettre en œuvre dans tous les territoires des coordinations et des plateformes de coordination pour orienter les parcours? Sans doute. Là aussi, expérimentation. Programme d'action, expérimentation, et puis questionnement sur la tutelle, au fond. Vous allez le lire dans les quelques pages, dans les 2000 pages. On s'est interrogé sur qui nous étions. Est-ce que l'ARS doit faire? Est-ce qu'elle doit faire? Est-ce qu'elle doit faire avec? C'est un sujet, je pense, extrêmement important, puisque on est quand même dans un pays très jacobin, on attend tout de la loi, on attend tout de l'État. Peut-être qu'on pourrait, dans les 5 ans à venir, proposer d'autres modèles. Moi, je suis intimement convaincue que la tutelle doit faire, bien évidemment, elle doit avoir des pouvoirs de police, on peut faire des inspections. En même temps, la meilleure façon de faire que la qualité soit au rendez-vous, c'est sans doute d'appuyer les opérateurs pour que la qualité et la sécurité des soins soient au rendez-vous. Donc, on va vous proposer, on a commencé avec l'URIOPS, avec d'autres fédérations, avec l'URIOPS, à travailler, je dirais, pour donner mandat aux fédérations ou à des opérateurs, pour mettre des actions de coopération dans les territoires. Avec l'URIOPS, on a commencé à travailler sur Seine-et-Marne sur ces sujets-là. Au fond, je suis intimement persuadée qu'il est probable que la coopération soit mieux vécue, ce sont les opérateurs eux-mêmes qui en deviennent des acteurs, et que ce ne soit pas un ordre donné de l'ARS Île-de-France. Donc là, il y a une question, je dirais presque, de notre identité, bien sûr la tutelle, mais aussi l'appui. Et je crois que dans les 5 ans à venir, il nous faudra, je dirais, travailler avec vous pour faire faire un certain nombre d'opérations. Troisième sujet de méthode, c'est l'évaluation. Il n'y aurait pas pire tutelle que de dire on voudrait le changement, mais on ne ferait pas de T0 et de T1. Là aussi, nous irons devant vous, devant la CRSA, pour indiquer le T0. Aujourd'hui, l'accès aux soins, on l'a décrit dans le plan stratégique, est très contrasté et n'est pas acceptable. Je vais venir tout à l'heure à l'accès aux soins. Dans 2-3 ans, dans les secteurs et dans les territoires qui nous semblent en difficulté, en 93 par exemple, qu'est-ce qui va faire que nous allons améliorer l'accès aux soins? Nous reviendrons devant la CRSA pour nous expliquer
sur la façon dont nous allons intégrer, je dirais, dans certains territoires, une offre opposable en secteur 1. Donc là, évaluation, je dirais, de nos actions, ça me semble être le minimum des choses. Chaque opérateur, et vous êtes présent dans la salle, vous êtes évalué soit par, je dirais, la HAS, soit par la NESM demain. Clairement, l'ARS doit être évaluée. Ça me semble légitime et normal. Là aussi, c'est une question d'identité de ce qu'est la tutelle. Nous devons rendre des comptes. Voilà sur le calendrier et sur la méthode. Quelques éléments de contexte avant de développer les 4 axes que je souhaitais développer. Contexte que vous connaissez bien évidemment. Je voudrais rappeler le rapport de l'IGF qui est sorti cet été, qui doit évidemment, qui va intéresser les pouvoirs publics pendant les 10 années à venir. La tendance, je dirais, de la consommation des soins sur la France s'établit à 4,3. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le taux directeur que nous avons, qui va être entre 2,7 et 2,8, on attend le PLFSS 2013, montre bien qu'il y a un différentiel. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, si l'on laisse la dépense se faire avec l'ensemble de l'offre que nous avons, nous allons dépenser 4,3% du PIB alors qu'on a aujourd'hui 2,7%. Ça veut donc dire qu'il y aura des efforts de réorganisation. Et je crois que vous le disiez, le représentant de la FEAP disait au fond, il faudra se poser la question de savoir ce que l'on fait avec ce qu'on en a, parce que c'est une question qui va, je dirais, certainement traverser tous les champs, qu'ils soient ambulatoires, qu'ils soient médico-social ou qu'ils soient sanitaires. Et je crois que nous, tutelle, ça nous oblige beaucoup plus fortement à regarder ce qui va se passer. On est un peu inquiet, il est vrai, sur le secteur médico-social, de la grande difficulté dans laquelle se trouvent les conseillers généraux. Très inquiet. Aujourd'hui, difficulté de financement de l'APA dans les 2 ans à venir. Est-ce qu'au fond, les difficultés de conventionnement tripartite que nous avons, les difficultés de dépenses de l'OGDA, de l'enveloppe personnes âgées, fait qu'au fond, il pourrait y avoir un risque de transfert de cette enveloppe pour payer autre chose, est un vrai risque. Vrai risque. Ça veut dire qu'on peut avoir des inquiétudes sur la suite de la médicalisation dans les structures médico-sociales. C'est un vrai risque. Et donc dans ce cadre-là, il faut qu'on soit extrêmement vigilant pour qu'au fond, ceux qui sont le plus en retard dans la médicalisation ne soient pas les premiers, je dirais, dans le redéploiement. Il faut qu'on soit extrêmement vigilant dans cette affaire-là. Donc l'ingénierie financière du PRS va être extrêmement importante, hein, puisque là, on a je dirais dans ce qui va se passer une difficulté, et vous le savez, il est probable que les CHU se défendent mieux que les établissements médico-sociaux, par hasard. Donc là, il y a quelque chose qui peut se jouer, qui va se jouer, sur lequel la tendance, je dirais, d'évolution des dépenses va faire que les restructurations ou les réorganisations, ou en tout cas les taux de redéploiement, il faut qu'on puisse le faire avec équité. Je crois que tout le monde doit être financé, je dirais, parce qu'à un moment donné, il faut bien que chacun puisse conduire ses missions. Pour autant, il faudra faire des choix. Voilà le contexte dans lequel nous sommes, qui va être extrêmement dur. Les crédits FIR vont être diminués. Les agences on va leur appliquer la RGPP. Nous allons être réfactés d'une façon importante. Donc nous allons avoir moins de moyens en matière de ressources humaines. Aucun départ à la retraite ne sera remplacé. Aucun départ ne sera remplacé dans les agences régionales de santé. Donc voilà le contexte. Les annonces, aujourd'hui, vous les avez eues de la part du ministre, des ministres. On a des annonces qui sont importantes, qui vont changer, je dirais, la conduite du changement dans les 3 ans à venir et qui vont évidemment impacter le PRS. D'abord, une loi qui est annoncée par Marisol Touraine sur l'accès aux soins. Donc, dans le PRS, on a prévu des choses. Il est probable que la loi qui va être présentée au premier semestre 2013 fasse évoluer ce qu'on a écrit dans le PRS. Deuxième sujet important dans l'actualité annoncé par Marisol Touraine aux ARS la semaine dernière, c'est un travail très important sur les soins de proximité, avec un financement qui va être annoncé dans le PLFSS 2013 de 800 équipes pluridisciplinaires, médecins, infirmières, pharmaciens, payés sans doute sur des forfaits du type NMR, nouveau mode de rémunération. Expérimentation en 2013 donc sur les 26 agences pour indiquer et voir comment en fait les soins de proximité
à partir d'un projet médical territorial, puisse permettre de mieux, je dirais, permettre à la proximité de fonctionner par rapport à l'hôpital, et donc pour les personnes âgées particulièrement et les maladies chroniques, d'avoir moins de passages à l'hôpital. Donc ça sera annoncé par Marisol Touraine dans le PLFSS 2013. Et puis troisième chose que Marisol Touraine a annoncé aux agences jeudi dernier, c'est 2 expérimentations de transformation et de fongibilité d'enveloppe de parcours. Je pense que les 2 régions seront sans doute, ce n'est pas encore complètement défini, certainement Île-de-France. La deuxième n'est pas encore définie, puisque vous le savez, en Île-de-France, on a maintenant mené depuis 2 ans une expérimentation au nord de Paris avec l'hôpital de la Riboisière, les EHPAD du territoire et les médecins libéraux, une expérimentation de fongibilité sur le parcours de la personne âgée de plus de 75 ans, qui permet de voir, avec un T0, on dépensait 45 millions sur 4500 personnes de plus de 75 ans, si on les fait moins passer par l'hôpital et si au fond il y a une réponse de proximité, on a démontré depuis 2 ans avec l'ANAP et avec le ministère qu'on pouvait réduire très sensiblement les dépenses hospitalières d'environ 3 à 4 millions. Cette présentation a été faite à la direction de la Sécurité sociale, a été faite à la CNAM, a été faite au CNP, on l'a faite au cabinet du ministre. Et à partir de cette expérimentation, on va donc avoir une expérimentation régionale. Donc ça veut dire qu'il est probable, on attend encore une fois la réponse de Marisol Touraine, mais il est probable que sur les personnes âgées, on puisse avoir dans la région, en 2013, une expérimentation régionale. Ce qui est un gros changement. Je parlais tout à l'heure d'améliorer l'existant, là il s'agira de transformer l'existant, et donc on pourrait commencer à parler de fluidité des parcours sans s'étouffer. Je crois encore à ça, moi. C'est-à-dire que même si je suis un peu comme vous, la fluidité, quelquefois ça gave un peu, mais à un moment donné, quand on passe à l'action, on se dit qu'il y a des moyens financiers qui sont là probablement présents. Depuis 2 ans, à la Riboisière, moins 30% de passages aux urgences. Ça veut dire que financièrement, si on considère qu'on pourrait avoir à terme un ORDAM, parce que c'est de ça dont il s'agit d'une certaine façon, alors on commence à avoir des moyens qu'on peut redéployer vers des équipes de proximité, vers des EHPAD pour qu'ils aient des moyens infirmières de nuit, ou infirmière, je dirais, de coordination. Ça veut dire qu'on peut commencer à travailler d'une façon différente, alors même qu'on aurait, je dirais, des crédits à la baisse ou stagnants. Ça veut dire que donc, il est probable que dans cette affaire-là, la transformation d'existant nous permettrait d'avoir des marges. C'est ce que nous défendons au niveau national. Hein. Dire cela n'est pas si simple. Quand j'ai un parterre d'hospitaliers purs, quand je dis ça, c'est pas forcément très simple à dire, hein, parce que tout le monde est bien d'accord pour faire de la transversalité, mais surtout pas sur les finances. Hein, donc cette question-là est complexe. Hein. Donc voilà sur les annonces nationales, mais je pense que c'est une pré-annonce que je fais, puisque globalement, dans le PLFSS, Marisol Touraine fera ces annonces-là. Alors, si j'ai encore un petit peu de temps, les 4 sujets donc, qui vont, je dirais, être forts dans le PRS. Le premier, donc, l'accès aux soins, la réduction des inégalités. Deux exemples pour, je dirais, pour vous rassembler les 2000 pages du PRS. Le sujet important, peut-être qu'on a mal explicité ce que certains ont lu dans le PRAPS. Le PRAPS, pour moi, est le plus, je dirais, est sans doute l'objet le plus révolutionnaire du PRS. C'est le plus révolutionnaire pour moi. Ce qu'on a écrit dans le PRAPS est juste étonnant. Alors peut-être qu'on l'a mal écrit. Ce qu'on dit dans le PRAPS, c'est justement que les gens précaires ne restent pas dans les dispositifs de précarité et qu'on les fasse rentrer dans les dispositifs de droit commun. Ça va nous coûter 8 millions d'euros. Ça veut dire que si on veut que des patients précaires puissent aller dans des consultations, il va falloir financer des consultations longues. Nous allons expérimenter, puisque nous n'avons pas la possibilité au niveau de la CNAM de le faire. Nous allons donc expérimenter. Ça veut dire qu'un certain nombre d'établissements, Créteil en particulier par exemple, pourraient expérimenter des consultations longues. Ça veut dire qu'à un moment donné, des personnes qui sont à la périphérie du système pourraient y rentrer. Ce qu'on dit dans le PRAP, c'est sans doute le sujet qui décoiffe le plus dans le PRS. Hein. Pour le reste, on est assez conforme. Hein. Là, on est dans quelque chose qui va coûter un petit peu, qu'on va donc redéployer. Donc c'est une annonce très forte, ça. C'est justement parce qu'à un moment donné, on va aller vers une montée de la précarité, évidemment dans les années à venir, que si on laisse notre système de soins en l'état, on va avoir beaucoup de gens qui vont rester à la périphérie. Donc beaucoup d'efforts sur le PRAPS. Sur l'accès aux soins, on s'est mis d'accord avec l'URPS pour mettre en œuvre un observatoire des dépassements d'honoraires.
Bruno Silberman, président du RPS, viendra au mois de décembre 2012 devant la CRSA pour présenter avec l'ARS le panorama des dépassements d'honoraires dans les territoires. Et engagement de l'ARS et de l'URPS pour que dans tout point du territoire, il y ait une accessibilité en secteur 1 possible pour les patients. Il n'est évidemment pas notre compétence de travailler sur la Convention nationale, c'est une compétence nationale. Pour autant, il est notre compétence de dire, dans les territoires, nous aurons à prévoir des endroits, centres de santé, exercice collectif, hôpital, en regardant bien ce qui se passe sur l'activité libérale à l'hôpital, des points qui permettent de permettre l'accès à une offre en secteur 1. Ce n'est pas le cas aujourd'hui dans tous les territoires. On a des temps d'accès à l'imagerie qui sont très longs à certains moments, plus de 2 mois. Il y a donc là pour nous une vérification à la fois de l'accessibilité et en temps aux différents équipements. Voilà deux exemples que je voulais citer sur l'accessibilité. Ce n'est pas la totalité du résumé du PRS, on n'a pas le temps de le faire là, mais en tout cas vous dire qu'il ne s'agit pas que d'écrire, il s'agit d'agir. Deuxième sujet, les ressources humaines. Sur les ressources humaines, ce sera un des points qui va être le fil rouge du PRS. Vous l'aviez cité tout à l'heure, on va perdre globalement entre 25, 30, 40% des médecins spécialistes dans les 5 années à venir. Et on va avoir après une remontée, parce que le numerus clausus a été réouvert il y a maintenant quelques années. On va perdre donc beaucoup de psychiatres, beaucoup de cardiologues, beaucoup d'anesthésistes. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire quand on regarde ça? Parce que quand vous regardez là où se trouvent les médecins, ils se trouvent dans Paris et Petite Couronne, alors que les patients sont parfois et souvent en périphérie. On s'est mis d'accord avec les doyens, et vous le lirez dans le PRS, pour qu'on ait une stratégie de poste partagé. L'idée, c'est que les médecins ne se concentrent pas sur Paris, à PHP en particulier, et qu'on est sur les spécialités qui vont être, je dirais, en grande difficulté, qu'on ait un partage de postes. Donc nous avons commencé parce que nous souhaitions dire à la région que nous écrivions mais que nous agissons. Donc sur le partage des postes, on a commencé avec l'hôpital Sainte-Anne à leur demander de faire des partages de postes avec la grande périphérie. Pas de pédopsychiatre à Melun, depuis maintenant plusieurs années. Des enfants qui sont accueillis dans des familles d'accueil, pas suivis par des pédopsychiatres. Des pédopsychiatres à Sainte-Anne. Acceptation d'hôpital Sainte-Anne de faire 2 postes partagés sur Melun. Ça fait 6 mois. Nous avons donc un projet pour la pédiatrie, pour l'anesthésie, pour la chirurgie, pour au fond faire un partage de la compétence. Pas simple, mais je crois que si on a un sujet devant nous, c'est moins de réorienter les financements, qui vont être évidemment ce qu'ils sont, mais de réorienter la démographie et les postes médicaux, qui sont, si on les laisse faire, la première inégalité de traitement. Aujourd'hui, ne pas avoir de pédopsychiatre en périphérie pose un sujet d'égalité de traitement, bien évidemment. Donc voilà sur la démographie médicale. Sur la démographie paramédicale, et ça a été dit tout à l'heure sur les métiers du handicap, je crois que c'est très fort ce que vous avez dit, madame, moi je le partage totalement. Je crois qu'un des enjeux, c'est la transversalité des métiers. Ça veut dire que chacun qui sort de l'école choisit un métier, choisit une filière et n'en sort plus jamais. Alors même que les patients, eux, sont transversaux, par essence. Bien. Donc à un moment donné, je crois qu'on a une responsabilité au-delà de la formation initiale et de la maquette de formation initiale, où on a des choses à dire en tant qu'agence. Est-ce qu'une infirmière doit être formée au métier du handicap et au métier du médico-social? Bien sûr. Est-ce que c'est dans les maquettes? Pas toujours. Est-ce qu'elles ont le temps d'avoir accès à l'ensemble de ces maquettes? Pas vraiment. Aujourd'hui, on a des gros problèmes. On forme cette année 2000 infirmières de plus. Très compliqué de former les infirmières dans les hôpitaux aujourd'hui, parce que les lieux de stage sont plus petits. Il faut donc qu'on retravaille avec les IFSI pour que les maquettes de stage puissent aller dans les structures pour personnes âgées et pour personnes handicapées, pour que l'infirmière puisse voir la totalité du champ. Je crois que la formation doit être fortement investie. C'est un des sujets majeurs des prochaines années. Qu'elles connaissent l'ensemble des structures et le domicile aussi. Ça veut dire qu'il faut avoir une transversalité du parcours, je dirais, de formation. Donc on sera très très opérateurs de ces sujets-là. On travaillera aussi avec Pôle emploi sur ces sujets-là, puisque un certain nombre d'écoles n'arrivent pas à remplir. C'est vrai dans le 93, c'est-à-dire que les bacheliers n'arrivent pas à passer le concours. Donc ça veut dire qu'il faut faire des préparations. Donc il faut montrer au fond que la santé peut être un moyen de promotion professionnelle. Donc pour les plus anciens d'entre nous, on a vécu il y a 25 ans des gens qui rentraient comme femmes de ménage à l'hôpital et qui sortaient infirmières.
Ce parcours-là est extrêmement compliqué aujourd'hui. Il faut donc promouvoir ces parcours et faire qu'à un moment donné, on puisse permettre à des jeunes de banlieue d'avoir accès à des métiers de santé et faire que la santé puisse être un bon débouché. Troisième chose sur la démographie et l'appui aux formations, c'est la mise en œuvre dans les territoires de plateformes de mobilité, puisque nous allons être amenés à redéployer du personnel. Nous commençons depuis le début septembre à Nanterre à redéployer 200 personnes, qu'on va redéployer sur beaucoup de secteurs médico-sociaux. L'agence, là aussi, ne souhaite pas faire des restructurations sans appui. Nous allons appuyer les établissements. Il n'est pas simple de dire à un établissement qu'on va fermer 400 lits et qu'on va fermer son bloc opératoire. Il faut donc appuyer cet établissement pour que les personnels puissent avoir un destin. C'est globalement 5 000, 6 000 emplois dont il s'agit. Donc, plateforme d'appui où on va aider les établissements à faire, je dirais, les reconversions nécessaires. Ça veut dire que là, nous avons une responsabilité de tutelle pour faire que les métiers sanitaires se redéploient sur des métiers, quand c'est possible, médico-sociaux. Donc, gros plan. Voilà sur la démographie. Qualité-efficience, haut d'agenda. On n'est pas satisfait. Et moi, je suis, en tant que directrice de soins, pas très fière de ce que l'on a fait depuis 2 ans et demi. Parce qu'on n'a pas suffisamment agi. Parce qu'on travaille trop sur les événements indésirables graves, alors même que la qualité, c'est évidemment quand ça va très très mal et qu'il y a un patient qui décède, mais c'est la qualité de tous les jours. Et là, force est de constater qu'on n'a pas les moyens de nos ambitions et que donc on va être amené à mettre en place, je dirais ce que je disais tout à l'heure, sur le faire-faire ou le faire avec. Donc nous allons mettre en place sur 2013-2014 des réseaux de qualiticiens, des réseaux de gestionnaires de risques pour travailler sur des grandes orientations sur la qualité. Depuis 1 an et demi, on travaille sur la gestion des escars. Ça paraît tout petit, la gestion des escars, mais ça l'est pas. Ça veut dire plein de choses sur la prise en charge des patients. Et donc, on a travaillé avec beaucoup de gestionnaires de risques et qualiticiens sur ce qui se passe dans les hôpitaux sur la gestion des escars. Nous souhaitons ouvrir d'autres chantiers pour que, particulièrement dans le médico-social, on sorte peut-être d'une qualité peut-être simplement constatée, pour aller vers une vraie qualité de la prise en charge. Je crois que sur la iatrogénie médicamenteuse, il y a beaucoup de choses à faire. Sur la nutrition, il y a beaucoup de choses à faire. Sur l'accueil, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, on va ouvrir avec vous, je dirais, en fonction du programme de travail, que je n'ai pas souhaité déterminer a priori. Nous allons vous présenter à toutes les fédérations un certain nombre d'orientations et on va, en fonction des calendriers et en fonction de, je dirais, des possibilités des uns et des autres, choisir les actions que nous allons mettre en œuvre. Donc je souhaite que dans ce calendrier de travail, on soit dans une vraie concertation. Voilà sur la qualité et la sécurité. Dernière chose, parce que Bruno commence à faire les gros yeux, la question d'efficience qui va intéresser l'ensemble des champs. Sur le sanitaire, on est assez content de ce qu'on a fait depuis 2 ans et demi. On est arrivé avec 180 millions de déficit hospitalier. On sort au bout de 2 ans et demi à peu près 40 millions de déficit qui se répartissent sur 5 établissements de santé, qui sont des établissements en difficulté, Sud-Francilien, Poissy-Saint-Germain, PHP. Ça veut dire que globalement, je considère que le déficit hospitalier est quelque chose qu'on peut régler. Pour autant, quand on a dit ça, on n'a rien dit, parce qu'il s'agit maintenant que les établissements hospitaliers ne subissent pas la T2A pour faire que les patients, ça a été dit tout à l'heure, que les patients qui sont compliqués, on les éjecte à l'extérieur. Ça veut dire qu'il faut redonner de la marge aux établissements. Et donc on va travailler avec les établissements sur la question de l'efficience de leurs organisations. Aujourd'hui, 1 jour, 2 jours de DMS fabriquent des recettes. Ça veut dire que sur le SSR, bien sûr, il faut retravailler. Sur les filières, il faut retravailler. Et donc sur les parcours, il y a des choses à faire pour que les établissements puissent travailler sur leur sortie. C'est vrai sur les AVC, c'est vrai sur les personnes âgées, c'est vrai sur la diabéto, c'est vrai sur beaucoup de sujets. Donc il est incroyable de voir à quel point les établissements de santé n'aient pas de compréhension même de leur sortie. C'est-à-dire que là-dessus, il faut que le monde médico-social et que le monde ambulatoire travaillent en relation avec les établissements de santé. Il faut que nous, on crée ces interfaces pour qu'ils retrouvent de l'efficience. Donc là aussi, on va mettre un programme sur comment gérer ces lits, comment gérer la sortie, comment gérer les problèmes sociaux. Aujourd'hui, ce sont des chantiers sur lesquels les opérateurs hospitaliers nous disent « on ne sait pas faire ». Donc on va être en appui sur un certain nombre de chantiers pour leur permettre de retrouver de l'efficience et donc de retrouver de l'interface avec les autres acteurs.
Sur l'efficience du secteur médico-social, on en a parlé tout à l'heure. Je crois qu'il y a un vrai sujet de coopération interterritoriale. Je crois que ce qui caractérise le secteur médico-social, c'est au fond sa très grande dispersion. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut travailler autour, je dirais, de métiers comme la PUI, comme la qualité? Est-ce qu'on peut rassembler des forces pour travailler? Est-ce qu'on peut avoir une transversalité intrasectorielle? Je crois que c'est un sujet important. Aujourd'hui, on a beaucoup de petits établissements. Est-ce que la performance des établissements pourrait se travailler d'une façon territoriale? On a discuté avec les fédérations. Je crois que c'est un sujet qui va nous intéresser. Nous, on considère que l'avenir du secteur médico-social, ce sera vraiment sa réorganisation. On pense que sa gouvernance actuelle est très difficile. Mais je crois que si on le fait de l'agence seule, on n'y arrivera pas. C'est-à-dire qu'il faut évidemment que les fédérations soient fortement à la manœuvre pour aider à la structuration du champ. Voilà, j'aurais encore plein de choses à dire, mais je crois qu'on aura les 3 mois qui viennent pour se parler et pour travailler sur le PRS. Et donc, je vous remercie de votre attention.